Bien. Merci à tous d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous avons voulu vous inviter à cette première journée pour faire savoir notre savoir-faire. Je voudrais remercier particulièrement M. Capongi qui est parmi nous. Je pense que tout le monde le connaît ses œuvres et a passé de grandes nuits intéressantes, blanches avec M. Capongi. Mais intéressantes les nuits, j'ai dit. Voilà. Pas intéressante. Blanche, mais intéressante. Voilà, tout à fait. Madame Laurent Chaise, qui est professeure d'université et qui est aussi une grande personne intéressée par la biomécanique et qui travaille avec Sébastien, qui est en train de préparer une thèse sur justement la biomécanique du genou. Donc nous la remercions aussi d'être présente. Le docteur Graciès sera là cet après-midi puisqu'il est en consultation. Et je remercie bien sûr tous les médecins qui sont là et qui vont intervenir dans notre conférence. Les enseignants de l'école aussi sont partie prenante de ces interventions. Et j'espère surtout que vous aurez à la fin de cette journée une idée plus précise de ce que nous sommes capables de faire, de réaliser avec vous, en collaboration avec toutes vos pratiques et qui ne peut qu'améliorer, bien entendu, le patient, son bien-être et toutes les pathologies qu'il peut avoir. Juste un petit mot pour vous dire que l'école ici était, depuis 1920, a été créée par M. Manet, était rue du Marché Saint-Honoré, et depuis 2008, nous avons déménagé rue Sainte-Anne pour avoir un espace plus agréable et pour les étudiants aussi. Et c'est pour cela que depuis 2008, on essaye de faire en sorte de promouvoir au maximum notre savoir-faire par l'intermédiaire de conférences et par l'intermédiaire de DU que nous avons mis en place aussi pour les étudiants post-formation de biomécanique et qui permet aussi d'élaborer un traitement plus important et plus efficace pour tout le monde. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant au premier intervenant, qui est M. Lavigne, qui va vous faire part de d'une communication sur toute la biomécanique. Je voulais saluer M. Capongi, mondialement connu. Vous nous avez fait passer, M. Capongi, de l'étude de l'anatomie sur table à la fac. Et sans vous, on ne serait pas capable aujourd'hui de vous présenter ce travail qui, vous verrez, objectivement, est une nouvelle fenêtre ouverte au traitement, aux professions de rééducation. Et je vais terminer juste par une anecdote. J'ai lu la première fois votre livre, votre tome sur le racisme. Et vous allez sourire, j'étais à Ballon-Miré, sans savoir que vous étiez à côté. Voilà. Mais bon, je n'aurais pas eu l'indélicatesse d'aller vous voir à ce moment-là. Mais là, au moins, je voulais vous saluer au nom de tout le monde, parce que je pense qu'ici, tout le monde est de mon avis. L'avis est unanime. Le travail considérable que vous avez fait. Merci encore. Il s'agit ce matin de situer le débat, situer le thème et montrer la place de la podologie moderne dans ce qu'elle est aujourd'hui, notamment à l'Institut, puisqu'on peut le dire sans risque de vexer personne, nous sommes à l'avant-garde. Et M. le professeur Graciès a bien compris ça, puisqu'il a ouvert, grâce à lui, et grâce aux travaux que nous avons faits, il a bien compris qu'il fallait ouvrir un DU universitaire de podologie. Qu'est-ce que la podologie moderne par rapport à la podologie classique? Évidemment qu'elles sont indissociables pour nous, podologues, mais elles ont quand même deux approches très différentes. La podologie classique répond au pied sujet, pathologique, celui qu'on traite. Jusqu'alors à la tibio-tarsienne sans la dépasse. La podologie moderne a une autre ambition. Elle est plus complexe. Elle répond au pied-objet. Pied-objet, c'est le pied base de support biomécanique, à vecteur d'action dirigée vers les différentes unités fonctionnelles de l'appareil locomoteur. Quel est le principe actif, le traitement de cette podologie moderne? Le type de traitement est un traitement actif, aidé, podolocomoteur, de réingénierie musculo-squelettique en dynamique de marche, sous forme d'un traitement en chaîne de globalisation. C'est-à-dire qu'il est en rapport de causalité à la problématique locale
Et on le traite par la chaîne de globalisation du membre inférieur, voire sous-jacente, par le fait que le pied étant évidemment assujetti à traiter globalement. On utilise la marche comme cadre de réentraînement à l'effort, et les paramètres spatio-temporaux de cette marche nous permettent d'avoir une rééducation de qualité, celle que les rééducateurs cherchent à offrir à leur malade. Il va falloir raisonner autrement. C'est-à-dire qu'il va falloir raisonner non plus comme le pied extrémité distale, mais comme le pied proximal à cinématique ascendante. Madame Laurent Chaise et Allard et Bianchi ont été jusqu'à dire que les forces externes pénétraient le niveau cellulaire, celui des échanges, pénétraient. Donc vous voyez toute l'importance de l'imprégnation des forces externes pour le corps humain sur Terre. Donc c'est le point d'ancrage, ce pied, point d'interaction, point d'ancrage du pied sur Terre, pendant que le corps, lui, il faut le voir spatial, mobile, autour de la taloque rurale, satellite du pied, ancré au sol. Et ce pied terrestre d'ancrage, le socle, permet l'émergence des mouvements marchés locomoteurs. Ce pied, bien sûr, au contact du sol, bénéficie de l'avantage mécanique. Et de ce fait, il a une activité, il a un comportement biomécanique prévalant sur le comportement mécanique des segments sous-jacents. Et il va donc, excusez-moi, il va donc influencer directement l'activité des forces externes et des forces musculaires par le fait qu'il soit prévalent au sol. On sait que la sommation des moments de l'équilibre du membre inférieur correspond à la sommation des moments musculaires. Et les moments des forces externes et internes du pied sont projetés sur les autres segments et influencent leur cinématique et la cinétique. Comment le dispositif médical, parlons de celui de la dernière génération, puisqu'il ne correspond pas à ceux que nous avons connus au préalable, comment ce couplage entre le dispositif médical et le pied s'opère? Eh bien, la particularité, c'est que le pied, équipé de son orthèse, se place en interface de l'interaction homme-terre. Et vous comprenez bien qu'il puisse changer beaucoup de choses. Il va réaliser, cette orthèse, ce dispositif médical, va réaliser une conversion angulaire des assises plantaires au sol, de la géométrie fonctionnelle du pied, et et conjointement, modifier l'intensité des moments des forces externes et des forces internes, c'est-à-dire modifier les angles d'attaque des forces dirigées vers le corps, selon des relations qui sont sol, dispositif médical pied, genou, hanche, etc. Donc nous voyons qu'il y a une relation d'implication du bas vers le haut à partir de la modification et des assises plantaires, quant à leur version angulaire à l'appui, et des forces de réaction en termes de moment. Ce couplage, pour être plus précis, ce couplage mécanique est tridimensionnel. Il permet de mobiliser le corps, il permet de mobiliser le pied, évidemment la jambe et la chaîne locomotrice et le corps dans les trois dimensions de l'espace. On est toujours en dynamique de marche, on est toujours podo-locomoteur. Comment le dispositif médical, parlons de celui de la dernière génération, puisqu'il ne correspond pas à ceux que nous avons connus au préalable, comment ce couplage entre le dispositif médical et le pied s'opère? Eh bien, la particularité, c'est que le pied, équipé de son orthèse, se place en interface de l'interaction homme-terre. Et vous comprenez bien qu'il puisse changer beaucoup de choses. Il va réaliser, cette orthèse, ce dispositif médical, va réaliser une conversion angulaire des assises plantaires au sol, de la géométrie fonctionnelle du pied, et et conjointement, modifier l'intensité des moments des forces externes et des forces internes, c'est-à-dire modifier les angles d'attaque des forces dirigées vers le corps. Les résultats cliniques. Les résultats cliniques sont, j'oserais dire dès ce matin, hautement significatifs
vous en aurez les preuves cet après-midi, à la fois par l'imagerie, à la fois par les courbes de Sébastien Delacroix, qui sont indiscutables puisque chiffrées avec une traçabilité objective. Moi j'ai connu un peu le temps de l'électromyographie où tout le monde avait ses théories sur le muscle, et bien là aussi tout le monde avait ses théories sur la biomécanique, et bien elle s'affine puisqu'elle n'est pas discutable, elle est à traçabilité et quantifiée. Les résultats sont hautement cliniques, sont hautement significatifs, les gens qui sont ici le savent, ils sont fiables, ils sont maîtrisés. On est en capacité de prédiction du résultat, puisqu'on connaît parfaitement les schémas biomécaniques de substitution aux schémas défectueux pour traiter la cible problématique, et ils sont reproductibles. Nous sommes à l'INP, grâce à Dominique Moussens, qui nous a donné toute la liberté d'agir et de chercher au pied du malade, puisque notre recherche a été d'abord inductive, clinique, pour devenir après confronté aux analyses quantifiées du mouvement, officialisées et validées. La pratique, on est donc en pratique de routine à l'INP, depuis une dizaine d'années. On peut dire nos opérateurs dépendants avec une réserve. Nos opérateurs dépendants pour les enseignants que vous allez entendre cet après-midi, dont je suis fier d'avoir été leur prof avec Dominique Moussens, et qui sont en capacité de réaliser les mêmes traitements que nous, que moi, et c'est donc dans ce sens nos opérateurs dépendants. On a quand même depuis quelques années formé pas mal de podologues, dont quelques-uns sont ici passionnés et qui sont eux aussi nos opérateurs dépendants parce qu'ils sont capables tout seuls, à Dieppe, à Tours, où qu'ils soient, d'avoir et d'obtenir les mêmes résultats cliniques hautement significatifs. Les résultats aujourd'hui sont quantifiés. Puisque on a eu le courage, je veux dire, puisque les autres n'osent pas, d'autres n'osent pas, on a eu le courage de confronter nos résultats cliniques à l'analyse quantifiée du mouvement. Et Laurent Chaise a été, compte tenu de ses capacités et de sa reconnaissance scientifique plus qu'européenne, a été la première à se proposer. Et nous sommes allés chez elle à Lyon, et aux alentours de 2002-2003, ce qui me rappelle un peu un mauvais souvenir quand même, du point de vue de la santé, ça a été la première à valider les résultats cliniques et les corréler. Nous avons même été plus loin, puisque nous avions fait, je me souviens à Bichat, une conférence où nous avions parallèlement fait une mesure électromyographique extrêmement satisfaisante, qui correspond très bien à ce que j'ai pu vous dire, à ce que je vous dirai très en détail cet après-midi. Et puis ces premiers cas cliniques, eh bien depuis, nous avons notre biomécanicien de service propre à l'INP, Sébastien Delacroix, qui depuis une dizaine d'années après a pris la suite de Laurent Chaise et qui aujourd'hui est en phase d'exploration de cohortes. Il vous expliquera ce qu'il a fait et sa thèse de doctorat cet après-midi. On est dans un travail en chaîne de globalisation et la cible est atteinte pour travailler en repos actif avec une situation de décharge quant à la somme de travail. Et cet appui, chaque appui du pied est un appui de traitement. Il est répété et il est répété en continu tous les jours que le sujet marche avec ses orteils, entre 6 000 et 20 000 appuis jour, ce qui nous offre une quantité de correction assez intéressante et qui n'est pas en rien sur l'efficacité de notre traitement. Alors, pour terminer, dire que certes, la podologie moderne est une avancée significative, assez considérable, mais c'est pas non plus, la podologie moderne n'est pas l'alpha et l'oméga des traitements de médecine physique. Et évidemment qu'elle prend toute sa place, elle devrait prendre toute sa place comme profession de rééducation à dimension haute, ascendante, dans le cadre des traitements, dans le cadre des traitements pluridisciplinaires, que ce soit la rééducation, l'orthopédie, etc. Et les personnalités qui sont ici, qui vont prendre la parole, montrent bien que nous avons compris que même si elle pouvait être un traitement, voire de première intention, voire un traitement de fond, podo-locomoté, eh bien, il fallait s'inscrire dans un traitement pluridisciplinaire. Et je vais terminer parce que je veux donner la parole à M. Capangi, qui
il faut encore toute notre considération et qui va nous apprendre, vous voyez ici le pied, à gauche non corrigé, à droite corrigé, avec l'axe, la direction de l'axe jambier, qui modifie évidemment tout des pieds à la tête. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je passe la parole à M. Capandji. Alors, la publicité, il n'y a rien de mieux que de la faire soi-même. Donc, je vous signale que, en plus des 3 livres que j'ai faits déjà sur le membre supérieur, le membre inférieur, le tronc et le rachis, vous avez à votre disposition un nouveau livre qui peut vous apporter de nombreuses explications et des idées nouvelles. J'ai compté, il y en a 33. 33 idées nouvelles dans un livre, c'est quand même intéressant et ça vaut la peine de l'acheter. Ce livre s'appelle « Qu'est-ce que la biomécanique ?» et son prix a baissé sur mes injonctions parce que les gens trouvaient qu'il était trop cher. On me disait votre livre il est très bien, je l'ai feuilleté, mais il est trop cher. Alors il a baissé de 10 €. Oh, d'un seul coup. Alors peut-être ça vous intéressera maintenant et vous pourrez trouver des choses intéressantes dans alors on va remercier de votre attention et ça c'est la je pense qu'il faut faire des travaux pratiques. Donc on ne fait plus des travaux pratiques sur les tables d'anatomie, parce que c'était dégueulasse, ça pue. Puis alors la première fois que j'ai vu un macabé sur une table d'anatomie, j'ai été malade. C'est comme ça qu'on est après la mort. Mais par contre, on peut faire des modèles. Alors vous voyez, ici j'ai fait un modèle, le membre inférieur, soutien logistique du pied, et vous avez la flexion, l'extension, elle est bloquée, et puis vous avez un axe longitudinal qui permet la rotation externe et la rotation interne. Mais c'est pas tout, et c'est pas tout. Vous avez ici la tibio-tarsienne et ici ce que j'appelle le cardan à axe oblique, qui est d'articulation sous-infragalienne et qui permet, vous voyez, l'inversion du pied et l'éversion du pied. Ça c'est très intéressant, parce que ça permet au pied de s'adapter quand vous êtes sur la pente d'une colline. Vous connaissez l'histoire du David. On l'appelle par derrière et hop, tout tombe. C'est comme ça qu'on chasse le Dahu. Eh bien, le Dahu n'avait pas d'inversion et d'éversion, parce que sans ça, en tournant l'inversion de la pente, il aurait pu adapter la plante de ses pieds à la pente de la colline. Donc, alors, si vous voulez, ça, je vous enverrai. J'ai pas fini de le faire, j'ai fait ça hier. Mais parce que là, il faut encore mettre le talon. Alors, quand j'aurai mis le talon, je vous en enverrai un, et vous pourrez le diffuser. Voilà, c'est intéressant. Mais vous pouvez venir ici, c'est pas très clair. Ça, c'était ce que j'ai fait hier avant de commencer le grand. D'accord. Donne le cadeau. Alors, moi, je vous propose, on est un petit peu en avance sur le programme. Si vous avez des questions, on est en avance. J'ai pas été trop long alors. Si vous avez des questions à poser au docteur Capandji ou à monsieur Lavigne sur les c'est pas interventions, fini. avant la pause. Qu'est-ce que c'est un cardan? Qui c'est ça? Pourtant, vous avez tous des bagnoles. Et il n'y a pas de bagnole sans cardan. Un cardan, qu'est-ce qu'il a inventé? Cardano. Oh, un italien de la Renaissance. Cardano. Il a inventé la suspension des boussoles avec une articulation à 2 axes et à 2 degrés de liberté. Vous savez que c'était intéressant ça dans la découverte du Nouveau Monde, parce que les boussoles, quand elles étaient fixées sur un bateau, l'aiguille coinçait suivant les mouvements du bateau. Tandis que si vous avez
une articulation à 2 axes, la boussole reste horizontale. Et j'ai visité un porte-avions dans la rade de New York et j'ai vu un grand compas avec une suspension à la Cardano. Alors Cardano, il a inventé cette articulation qui existe dans les tractions avant. Pourquoi les tractions avant? Parce que dans les tractions avant, les roues sont à la fois motrices, c'est ça, motrices et directrices. Donc, quand vous tournez avec une propulsion arrière, la roue, elle se contente de tourner comme ça. Donc, il n'y a pas de transmission d'effort. Mais dans les tractions avant, il faut que la roue, non seulement elle tourne pour vous faire tourner, mais aussi qu'elle soit entraînée par le moteur. Alors, regardez. Voilà, ça, c'est la position de rectitude. Si votre roue, elle tourne, regardez le cardan. Comme c'est intéressant, comme c'est astucieux le cardan. Eh bien, le cardan, si vous parlez d'un cardan à votre garagiste, il sait tout de suite ce que c'est. Les chirurgiens ne savent pas ce que c'est qu'un cardan. Je me suis battu toute ma vie pour faire comprendre que l'articulation trapézo-métacarpienne était un cardan. C'est une surface en selle qui a 2 axes et 2 degrés de liberté. Donc, j'ai fait un modèle pour démontrer ça. Alors, avec le cardan, le pouce peut tourner autour de son axe longitudinal. Vous voyez comment il tourne? La main tourne autour du pouce, mais le pouce tourne autour de la main. C'est réciproque. C'est l'articulation trapézo-métacarpienne. Les chirurgiens n'ont pas compris. Moi, j'ai fait une prothèse cardan de la trapézo-métacarpienne, mais tous les autres chirurgiens, en manque d'imagination, ont fait des prothèses rotules, c'est-à-dire des sphères. Si vous regardez les prothèses trapézo-métacarpiennes, ce sont toutes des prothèses sphériques. C'est-à-dire qu'ils ont cru qu'il fallait que ça y ait une sphère pour que l'articulation trapézo-métacarpienne tourne. Et alors, on continue à faire des sphères pour les articulations trapézo-métacarpiennes. C'est-à-dire remplacer une trapézo-métacarpienne par une hanche. Ça, c'est une hérésie sur le plan de la biomécanique. Donc voilà, un cardan. Et le cardan, on le retrouve dans l'articulation que je vais voir. Ça, c'est dans le livre. Voilà. Alors, dans le livre, vous pouvez le faire. D'ailleurs, je vais éditer mes modèles pour découper pour les enfants. Mais si je vous ai déjà fait comprendre l'espace à 4 dimensions, c'est fondamental pour la biomécanique. Parce que si vous n'avez pas de mouvement, vous n'avez pas de temps. Donc il faut du temps pour le mouvement. Et la biomécanique, c'est ce qui se passe avec l'espace-temps et avec, pour vous, pour nous, sur la Terre, 9,81. La pesanteur. Si vous n'avez pas de pesanteur, vous n'avez pas de posologie. Alors, vous voyez que ce modèle qui a un talon, il peut faire éversion et inversion. Et ici, là, vous avez une articulation avec 2 axes. C'est un cardan. Mais la différence entre un cardan homocinétique qu'il y a dans vos voitures, dans les axes perpendiculaires, et un cardan hétérocinétique où les axes ne sont pas perpendiculaires, c'est que vous avez des amplitudes préférentielles. Ici, vous pouvez aller dans toutes les amplitudes que vous voulez, parce que les axes sont perpendiculaires. Et là, vous avez la préférence vers l'inversion et vers l'éversion, parce que le cardan est hétérocinétique. C'est difficile. Bon, alors, après ce petit détail, voilà, ça c'est le modèle mécanique que j'ai inventé en 64. Vous voyez, c'est ce que vous avez vu sur l'écran. Et si à chaque fois on dessine le plateau tibial et la rotule, vous voyez, ben ça dessine le profil spondylotropienne. C'est un lieu géométrique. Vous avez fait
géométrique. Un lieu géométrique, c'est l'addition de positions successives, et ça explique que chacun a son genou. C'est pourquoi j'aime ton genou. Parce que le genou dépend, la courbe dépend de la disposition et de la longueur des ligaments, en particulier des ligaments croisés et des ligaments rotuliens. Chacun a son genou propre, personnel. Et actuellement, ce que font les chirurgiens, c'est des genoux standards. C'est-à-dire qu'ils prennent des prothèses qui sont à peu près à la dimension et elles ont toutes le même profil. Alors que chacun fabrique son profil. Quand fabriquez-vous votre profil? C'est dans les mouvements intra-utéraux. J'ai découvert l'utilité des mouvements du fœtus à l'intérieur de l'utérus maternel. Il fabrique ses articulations à ce moment-là. Donc si on voulait être rigoureux, comme chirurgien, il faudrait faire des prothèses personnalisées. Ah, et ça va arriver. Parce que maintenant, il y a des imprimantes 3D qui vont vous fabriquer des genoux à la dimension. Alors le chirurgien sera là, il aura son imprimante 3D, il va prendre quelques dimensions délicatement 3D sur d'autres articulations, il va programmer et il va faire un genou exact et symétrique. Parce que ça, en informatique, c'est très facile. Il suffit d'inverser la matrice. Vous savez ce que c'est une matrice? Non. Je pense que c'est l'utérus. Mais une matrice en mathématiques, c'est un tableau. Et vous avez des tableaux à 2 dimensions et des matrices à 3 dimensions. C'est ça qui est fantastique. C'est que vous avez toute position dans l'espace à 3 coordonnées. Donc, si vous voulez écrire la position d'un point, il faut 3 dimensions. Si vous additionnez tous les points d'un objet, ça fait une matrice à 3 dimensions. Si vous faites multiplier par -1, vous allez inverser la matrice à 3 dimensions. Vous voyez comme c'est marrant les maths? Bien. Alors, C'est parti ça. c'est fini. L'idée ici, c'est d'établir sa vitesse de marche confortable. Donc, petit à petit, on va augmenter la vitesse de manière à être sûr que c'est sa vitesse confortable. Ensuite, on va positionner les ancillaires, donc équiper le sujet sur le bassin, on verra pourquoi, sur le tibia et sur le fémur. La grande particularité de ce système, et ce qui en fait sa précision, c'est la localisation notamment du harnais que vous voyez sur le fémur, qui est appuyé sur 3 points au niveau du fémur, donc un appui sur le condyle lui-même, et surtout 2 points qui viennent se poser, grâce à la pesanteur encore une fois, sur le condyle, et que l'on va placer précisément entre les structures musculaires, de façon à être le plus près possible de l'os. Une fois qu'on a positionné donc ces ancillaires sur le sujet, on va venir calibrer des repères anatomiques. Donc avec un petit stylet, on va pointer les malléoles au niveau de la cheville et les condyles fémoraux. Pour le centre de la hanche, il est calculé à partir d'un mouvement de circonduction, d'où le fait que le sujet a aussi un ancillaire sur le bassin pour pouvoir calculer les mouvements de la cuisse par rapport au bassin. Pour le centre de la cheville, c'est tout simplement le milieu des 2 points que l'on a pointés correspondant aux malléoles. Ensuite, pour le genou, on le fait en 2 temps. D'abord, on définit l'axe de flexion moyen, là aussi par une méthode fonctionnelle. Donc le sujet fait une flexion active d'amplitude assez restreinte, inférieure à 60 degrés. Et sur cet axe de flexion moyen, on vient projeter le milieu des 2 condyles que l'on a pointés tout à l'heure. Une fois qu'on a ces 3 centres articulaires, ça définit donc les axes longitudinaux du segment fémur et du segment tibia. Pour la rotation, la position neutre est définie, donc le sujet étant placé bien droit. Il fait un petit mouvement de flexion jusqu'à l'hyperextension, et au moment où les 2 axes des 2 segments longitudinaux donc sont alignés, on considère que la rotation est nulle. Ensuite,
ensuite, pour le calcul des angles à partir de ces axes, c'est basé sur la normalisation qui a été proposée par la Société internationale de biomécanique et dont nous a parlé aussi M. Capangi tout à l'heure. Donc avec 3 axes qui définissent les rotations du genou, 2 axes principaux. Le premier lié au segment proximal, donc au fémur, qui correspond à la flexion-extension. Le dernier qui correspond à la rotation interne-externe, donc le long de l'axe longitudinal du tibia. Et puis entre les deux, donc sur l'axe flottant, qui est la perpendiculaire commune aux 2 précédents, eh bien on a le varus valgus. Dernière étape, eh bien le sujet marche pendant 45 secondes sur son tapis roulant. Donc le système enregistre la marche et tout de suite derrière nous sort des courbes qui correspondent ici à la flexion-extension, au varus valgus et à la rotation interne-externe. Donc par exemple ici c'était genou droit et genou gauche. L'intérêt aussi, c'est que d'emblée, si on a précisé la pathologie du sujet, par exemple ici une arthrose tricompartimentale, le système détecte les risques, les facteurs de risque et indique quand ce sujet-là manifeste des signes positifs à partir des mesures effectuées. Et il est même capable, en fonction de ça, de sortir des recommandations classiques, par exemple participer à des programmes de prise en charge, perdre du poids, ou essayer de faire des exercices à faible impact cardiovasculaire. Et bien sûr, les résultats chiffrés, donc les courbes, qu'on en a vu tout à l'heure, donc flexion-extension, abduction-adduction et rotation interne-externe, qui sont directement commentés, donc sans que l'opérateur ait quoi que ce soit à faire à ce niveau-là. Alors afin de rendre un peu plus démonstratif, je vais lancer le film.
calibrage s'effectue en une étape simple et rapide. Le technicien doit enregistrer la position de 3 points sur le tapis afin d'identifier la direction de marche et le plan de surface. La procédure de calibrage du patient permet d'identifier les centres articulaires et les systèmes de coordonnées du fémur et du tibia. La première étape consiste à identifier 4 artères anatomiques, soit la malléole interne et externe, et les épicondyles fémoraux internes et externes. Un mouvement de circonduction de la hanche permet ensuite de calculer la position du centre fonctionnel de la hanche. Pour la troisième étape, le patient exécute un mouvement de flexion-extension afin de calculer un axe moyen de flexion du genou. Finalement, le patient place ses pieds dans un guide de référence au sol et doit faire un léger mouvement de flexion hyper-extension afin d'identifier le 0 degré de flexion. La biomécanique 3D du patient est enregistrée pendant des périodes de 45 secondes durant une tâche de marche à vitesse confortable pré-évaluée. Une rétroaction en temps réel s'affiche à l'écran et peuvent être visualisées en 3 dimensions. Bonjour à tous, donc moi effectivement suite à l'intervention de M. Lavigne, je vais vous montrer un petit peu tout le raisonnement scientifique qui a été fait donc, à partir des travaux de M. Lavigne, donc initié comme il a dit ce matin par Laurent Chaise il y a quand même pas mal de temps et pour qui j'ai pu prendre la suite, à savoir qu'effectivement elle a pu m'encadrer dans le cadre de mon doctorat de biomécanique. À titre d'information, je soutiendrai donc ce doctorat le 16 décembre ici même. Donc, pour ceux qui sont intéressés. Donc je vais vous présenter aujourd'hui l'analyse quantifiée de la marche et ses applications en podologie, donc notamment une partie des travaux de mon doctorat. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui l'analyse quantifiée de la marche fait partie, donc c'est un examen complémentaire qui est bien sûr indissociable d'un examen clinique. Il fait partie des actes techniques médicaux reconnus par l'assurance maladie, sous le nom par exemple NKQP 003, analyse quantifiée de la marche. Et c'est une technique d'investigation tridimensionnelle du mouvement qui permet de quantifier un grand nombre d'informations, à savoir de données spatio-temporelles, cinématiques, cinétiques et électromyographiques. Donc forcément, il faut disposer d'un grand d'un laboratoire, notamment donc équipé donc des caméras infrarouges pour lesquelles on va équiper le patient de petits capteurs qui vont permettre d'être filmés par les caméras, des plateformes de force intégrées dans le sol, et ça permet effectivement d'enregistrer l'ensemble de ces informations. Donc juste en petite vidéo rapide, on va pouvoir donc à partir, donc comme je disais, positionner des capteurs sur des points anatomiques précis, donc un petit peu différent de ce qu'on a vu ce matin avec le professeur Laurent Chaise. On va pouvoir enregistrer la marche des patients, donc avec différents passages, différentes conditions éventuellement. Et à partir de ça, on va reconstruire des trajectoires en 3 dimensions sur l'ensemble des capteurs qu'on a pu positionner, auxquels on va bien sûr ajouter les données de la plateforme de force qui vont nous donner les contacts du pied au sol. Donc à partir de tout ça, on va, donc je ne vais pas les détailler, mais juste dans un premier temps pouvoir accéder à des données qu'on appelle spatio-temporelles qui donnent effectivement un grand nombre d'informations sur la vision globale de la marche, les différentes phases d'appui, oscillantes, les durées, les longueurs de pas, etc., etc. Donc surtout sur ces données, c'est une première approche de la marche et qui permet souvent aussi de voir s'il existe une symétrie ou plutôt une asymétrie dans la marche d'un patient. La deuxième partie, donc on a déjà vu un petit peu ce matin, donc sur les données cinématiques, où on va mesurer cette fois-ci les angles d'un mouvement. Donc 2 types de cinématiques généralement, segmentaire, donc mouvement d'un segment par rapport à son environnement, et surtout articulaire, donc mouvement entre 2 segments adjacents. Et pour cela, bien sûr, on doit faire appel à ce qu'on appelle une modélisation cinématique, donc biomécanique. L'idée étant de passer de la position des capteurs qu'on a mis sur le sujet à un modèle cinématique, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais à partir des positions de capteurs qu'on a sur l'acquisition en 3 dimensions, on va créer des systèmes d'axes pour chaque segment et donc des systèmes articulaires, ce qui va nous permettre d'accéder bien sûr sur le genou par exemple à l'ensemble de ces courbes, à savoir
les mouvements en 3 dimensions du genou normalisés sur un cycle de marche, donc de 0 à 100%. Donc à chaque fois, on peut avoir l'amplitude des mouvements pour chaque patient. La deuxième partie, donc l'avantage de l'analyse quantique de la marche, c'est effectivement de fournir un grand nombre d'informations en même temps. On va se concentrer essentiellement sur les données cinétiques, à savoir notamment les moments articulaires, qui vont nous permettre globalement d'apprécier le groupe musculaire responsable d'un mouvement. Donc là, on est bien au niveau d'un groupe musculaire, et surtout de la résultante agoniste-antagoniste. On n'aura que l'action supplémentaire. Donc ça nous permet, encore une fois, d'avoir des informations, cette fois-ci, non plus sur le mouvement, mais sur ce qui peut être responsable du mouvement. Et pour accéder à ces moments articulaires, on utilise en biomécanique ce qu'on appelle une approche par dynamique inverse, qui consiste en fait à partir de 2 types d'informations en plus de ce qu'on a déjà, à savoir le centre de pression et les forces de réaction du sol, d'accéder à ces moments. Encore une fois, on aura l'ensemble de ces moments en 3 dimensions, normalisés sur le cycle de marche. Donc globalement, je n'ai pas parlé des données électromyographiques, c'est pas le but aujourd'hui. On a des données spatio-temporelles, donc je disais, sur une description globale du mouvement, cinématique plus sur le mouvement en tant que tel, cinématique sur les forces au niveau du sol et des moments articulaires. Donc juste encore une fois une petite vue pour résumer un petit peu le tout. On a nos déplacements de capteurs en 3 dimensions pendant la marche d'un patient. On va donc créer ces segments, par exemple le pied, la jambe, la cuisse et le bassin. Et on va pouvoir suivre ces mouvements pendant la marche du patient. À ça, on va y ajouter donc les forces de réaction du sol et son point d'application qui vont nous permettre donc de calculer les moments articulaires donc à chaque articulation. Et on va donc avoir en haut, par exemple, les mouvements et en bas, les moments articulaires. Donc cet examen est quand même complexe à réaliser et surtout nécessite un protocole très adapté parce qu'on peut vite faire des erreurs, notamment à cause d'une variabilité des données qui est relativement connue dans la littérature, qui est le placement des capteurs sur le sujet. Donc globalement, ce qu'on trouve dans la littérature, c'est opérateur dépendant, c'est-à-dire que la plus grande variabilité est entre les examinateurs. Si on prend un même patient vu par 2 expérimentateurs qui ont placé forcément les capteurs différemment, on peut avoir une erreur qui peut aller jusqu'à 10 degrés. En intercession, donc un même opérateur qui voit le même patient entre deux sessions différentes, on peut avoir une erreur qui peut aller jusqu'à 7 degrés, et ainsi de suite sur les essais. Donc, effectivement, l'objectif de toutes les études qu'on a menées, étant à terme d'aller sur définir quels sont les effets cinématiques et dynamiques des orthèses plantaires, donc dynamique au sens moment articulaire, d'un point de vue donc instantané, c'est-à-dire on a notre patient, on lui remet sa semelle, on fait un examen sans et avec orthèse plantaire, puis on le revoit X temps plus tard, donc à plus ou moins long terme, et comment s'est adapté le patient ou comment réagit encore une fois la semelle, il nous a paru indispensable de d'abord vérifier la variabilité des données qu'on pouvait avoir dans notre analyse quantifiée de la marche. Donc cette étude méthodologique, c'est la première étude de ma thèse, et effectivement le but étant d'évaluer la variabilité propre, comme c'est opérateur dépendant, il me semblait important de vérifier la variabilité que je pouvais avoir, et surtout en fonction des résultats, de proposer, éventuellement valider un protocole de mesure adapté. Effectivement, comme je le rappelle, étant donné que l'idée c'est d'aller vérifier les résultats instantanés d'une orthèse plantaire, puis à plus ou moins long terme, on a fait apparaître 2 types de variabilité, à savoir, instantané, on sera plutôt sur une variabilité dite naturelle de la marche, ce qu'on appellera la variabilité inter-essai, et puis à plus ou moins long terme, c'est là où on peut faire éventuellement des erreurs de position de capteur. Donc, encore une fois, là on sera plutôt sur une variabilité intersession et quelle solution. Instantanément, finalement, le patient, on ne change pas la position des capteurs, on fait avec et sans orthèse, sans changer la position, donc on n'a pas besoin de vérifier l'intersession, on n'est que sur de l'inter-essai. Par contre, à plus ou moins long terme, vu qu'on en repositionne les capteurs sur le sujet, par exemple 6 mois après, il est indispensable de vérifier l'erreur qu'on peut faire sur cette position et pour pouvoir ensuite interpréter les résultats. On a donc pris 10 sujets sains, donc 5 hommes, 5 femmes avec les caractéristiques que vous voyez là. On leur a fait réaliser forcément 2 sessions d'analyse quantifiée de la marche pieds nus. Entre ces deux sessions, on avait 1 à 2 semaines d'intervalle. On a fait à allure reproduite, c'est-à-dire que le patient, lors de la première session, marchait à vitesse spontanée. Par contre, lors de la deuxième session, il devait toujours conserver la même vitesse que par rapport à la première session, pour éviter
éviter d'engendrer d'autres erreurs éventuellement. On a enregistré 5 cycles de marche et surtout on a enregistré une position statique de référence. Cette position statique est la suivante. Donc là c'est la plateforme de force à droite et le patient positionné au-dessus de cette plateforme de force. L'idée étant que le patient puisse avoir les pieds écartés selon la plateforme, le pied gauche et le pied droit. Donc le pied gauche et le pied droit alignés sur le bord de la plateforme, genoux tendus et le bassin dans le plan frontal. Donc on enregistre cette position à chaque fois sur les deux sessions, ce qui nous permet, donc, en résumant cette diapositive, de déplacer les erreurs potentielles de capteur en se disant la position statique qu'on a fait adopter à notre sujet est peut-être plus reproductible que notre position de capteur. Donc on déplace un peu le problème et on va vérifier est-ce que ça peut avoir une utilité. Et donc pour ça, on va calculer ce qu'on appelle donc, une étude de variabilité en faisant l'écart type inter-essai et intersession. Donc des résultats, on voit pas très bien, c'est pas grave. En jaune vous avez là, donc la variabilité inter-essai qui est la variabilité naturelle d'un sujet, enfin de nos sujets. En intersession non corrélée, donc en bleu, c'est éventuellement une variabilité où on fait ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte la possibilité d'avoir fait des erreurs de position de capteur. Et en rose, vous avez la variabilité en utilisant la position statique qu'on a développée et en se disant attention, on a peut-être fait des erreurs, donc on va essayer de les corriger. Donc éventuellement, en résultat, on voit que sur le genou, globalement déjà la variabilité inter-essai est proche de 1 degré, entre 1 et 2 degrés, donc la variabilité naturelle d'un sujet. En bleu, on voit que si on ne fait pas attention au fait qu'on ait pu faire des erreurs de position de capteur, on se retrouve en intersession avec des variabilités assez élevées sur le genou en termes de varius valgus et de rotation interne-externe, et sur la cheville en termes de pronation et encore une fois de rotation interne-externe. Par contre, en se disant on a fait des erreurs de position de capteur, donc on va essayer de les corriger, on se retrouve avec une variabilité pour l'ensemble des mouvements qui est proche de la variabilité naturelle du sujet, qui dit qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. Et donc, effectivement, potentiellement, on corrige les erreurs de position de capteur et donc on introduit effectivement un protocole un peu plus rigoureux pour l'interprétation clinique. On a la même chose un peu sur les moments articulaires. Donc globalement sur le genou, finalement, il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire que la position n'apporte pas forcément de bénéfices. Par contre, donc effectivement, si je reprends un peu ensemble l'étude méthodologique qu'on a fait dans un premier temps et la position de référence qu'on a apportée, elle semble apporter quand même beaucoup d'informations et de rigueur dans l'analyse quantifiée. Il faudrait éventuellement tester d'autres positions, parce que là j'ai testé une position au genou tendu, bassin dans le plan frontal, etc. Peut-être que des patients, en fonction de la pathologie, ne pourront pas tenir cette position. Ce qui est surtout important, c'est qu'entre deux sessions, on puisse avoir la même position reproductible. Sur les études cliniques de l'orthèse plantaire, on a montré effectivement des effets, une certaine efficacité biomécanique en instantané. À moyen terme, il faudrait effectivement compléter un petit peu toutes les données qu'on peut avoir. Bien sûr, aller un peu plus sur le membre inférieur. Donc, on a des informations assez importantes sur la cheville, on commence à avoir des infos sur le genou, mais il faudrait encore monter. Il existe aujourd'hui dans la littérature des mouvements plus détaillés du pied, parce que j'en ai pas trop parlé, mais le pied est aujourd'hui généralement modélisé comme un seul segment. L'intérêt pour la podologie, il y a des modèles qui sont utilisables pour détailler le pied, par exemple médio-pied, arrière-pied, avant-pied, ou pied pétalien, pied calcanien. Ça nous demande beaucoup de marqueurs sur le pied pour l'application en podologie quand il faut mettre des chaussures, etc. C'est pas forcément évident à mettre en place pratiquement. Donc ça, nécessite une évolution. Et surtout, encore une fois, je rappelle, pour l'instant, sur l'étude de l'arthrose, on n'a qu'un seul patient. Il faut bien sûr avoir des cohortes pour se permettre de finalement de donner toutes les informations essentielles sur ce type de corps. Je vous remercie de votre attention. On va passer aux questions-réponses. Je pense qu'il y en a quelques-unes, donc on va laisser monsieur Graciès commencer, si ça ne vous dérange pas. Sébastien, c'est un très joli exposé, très complémentaire de celui de monsieur Lavigne, et c'est vraiment intéressant d'avoir l'un puis l'autre, puisqu'il y a l'inspiration, puis après il y a la vérification quantifiée. Moi je suis très peu spécialisé sur l'arthrose fémoro-tibiale interne, bien que j'en ai une moi-même à droite.
Par contre, évidemment, ce genre de travaux m'intéresse pour d'autres types de patients, et je vais juste poser le problème ici, parce qu'on n'aura peut-être pas de réponse. Mais moi, je suis neurologue et neurorééducateur, je traite des patients qui ont un accident vasculaire cérébral, entre autres, et un certain nombre de ces patients attaquent le pas et attaquent le sol avec leurs pieds en varus, jusqu'à des situations où parfois il y a un risque d'entorse du latéral externe à chaque pas, en fait. Et ces patients-là, pour l'instant, sont traités avec des injections, par exemple, d'agents bloquants comme la toxine botulique pour réduire l'activité du jambier postérieur. Et on arrive mal à étirer ce muscle qui est dramatiquement délétère pour l'équilibre de ces patients. Et je me demande si on ne pourrait pas, nous tous, là, lancer une étude sur un groupe de ces patients-là pour mettre une orthèse d'éversion, augmenter le travail excentrique du jambier postérieur en espérant l'étirer un petit peu, doucement, jour par jour, mois par mois, et puis revoir les patients à 2 mois et faire quelques petites échelles pour voir si effectivement on ne pourrait pas traiter le pied hémiparétique en varus excessif par une orthèse en éversion. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de littérature sur ce sujet. Non, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de littérature. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de littérature là-dessus. Encore une fois, voilà, c'est pareil, c'est pas forcément mon domaine. Donc l'idée, c'est quel contrôle ils pourront avoir de cette orthèse, comme l'expliquait tout à l'heure M. Lavigne. C'est quand on met en éversion, il y a un certain contrôle. Parce qu'on ne va pas dévier le pied sans qu'il puisse y avoir forcément une retenue à un moment donné. Alors, l'orthèse d'éversion le permet par le contre-appui, ce qui vous sera expliqué juste après. Donc pourquoi pas, il faudrait effectivement pouvoir tester un petit peu tout ça. Pour le patient numéro 1, j'ai envie de dire, il faut pas sourciller, c'est clair et net, il faut avoir une approche globale de son traitement. Et on va avoir un traitement très similaire entre la pratique sportive et la vie quotidienne. Il a commencé à avoir mal dans le sport, mais maintenant il a mal tout le temps. Il faut l'appareiller tout le temps. Et on peut envisager effectivement que la SMEP puisse être identique, etc. On est dans un contexte où les troubles morphostatiques étaient déjà évidents à la base, et ils prennent de plus en plus d'ampleur avec la pratique sportive. En revanche, pour le patient numéro 2, on change un petit peu de concept. Là, il faut clairement dissocier le traitement. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un traitement spécial pour la pratique sportive et un traitement de vie quotidienne. On est encore une fois là sur des troubles morphostatiques parfois antagonistes qui s'opposent et l'un prend de l'ampleur par rapport à l'autre en fonction des situations dynamiques. On voit juste le patient numéro 1, Madame Valgom, qui ne fait qu'être de plus en plus en Valgom, et le patient numéro 2 qui passe du Varom au Valgom. Donc pour le patient numéro 1, c'est ce qu'on a vu avec Christophe, c'est l'orthèse d'inversion, qui est identique pour la marche et le sport. On peut y rajouter effectivement la subtilité de l'élément supinateur antérieur qui sera éventuellement plus important pour répondre à la situation du genou de plus fléchi. Et pour le patient numéro 2, l'orthèse de marche, pourquoi pas rien, il vient pas vous voir pour ça, il vous montre pas effectivement qu'il a des troubles de rotation interne. Donc on peut discuter éventuellement soit de s'abstenir, soit de prendre en charge, si vraiment ils entraînaient des problèmes, les troubles observés à l'examen clinique classique, c'est-à-dire le génie-varum. Par contre, pour l'orthèse de sport, il va falloir évidemment de nouveau lutter contre la rotation interne et pour pouvoir vraiment lui assurer cette décompression fémoro-patellaire. L'exemple d'une orthèse à double action, on voit le cas du Varom avec justement la rotation interne ensuite. Et ben on va pas négliger le Varom, c'est pas parce qu'il n'apparaît plus en course à pied qu'il n'existe plus, son génu-Varom est toujours là. C'est une composante structurelle qu'il ne faut pas négliger, donc on va quand même la prendre en charge, notamment à l'attaque du pas, phase où on va plutôt essayer justement de lutter légèrement contre son génu-Varom, et en revanche ensuite dans les autres phases du pas, en plantigrade et digitigrade, on va répondre à la rotation interne par une action supinatrice. L'idée de s'occuper du Varom alors qu'on le voit plus à la course, c'est parce que encore une fois il existe, et surtout c'est pour éviter de faire une orthèse qui va transformer un valgum fonctionnel en Varom excessif et donner des pathologies secondaires type bandelette, etc. qu'on va aborder ensuite. Donc il faut quand même considérer tout le morphotype. Ça donne à peu près ça en vue postérieure, c'est-à-dire qu'on voit bien une pente, on a une pente valgisante à l'arrière qui va s'occuper du Varom, et qui effectivement à l'avant au niveau du médio-pied va devenir plutôt une pente varisante pour s'occuper, qui est matérialisée ici par le soutien médio-plantaire et le coin supinateur antérieur qui a une certaine quantification, on va y revenir dessus, pour gérer encore une fois cette rotation interne. L'orthèse dans le sport, notamment en rapport avec les ménisectomies, doit tout faire pour éviter la ménisectomie. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir avec
une méniscopathie problématique, il faut vraiment bien faire les choses parce que l'idée, votre premier but, c'est de l'empêcher de se faire opérer, avec les conséquences arthrogènes qu'on a pu voir. Tout faire ensuite pour éviter le développement de l'arthrose. Une fois qu'il est opéré, il faut vraiment l'aider à alléger la pression sur le condyle puisqu'il va être rapidement atteint par l'arthrose. Et puis encore une fois, il va falloir à chaque fois s'attacher à répondre aux caractéristiques du patient et de sa pratique sportive. Merci beaucoup. Je voulais juste remercier tout le monde aujourd'hui, c'était cool, c'était sympa. Et effectivement, des gens qui ne sont pas là et qui nous ont beaucoup aidés pour faire cette présentation, ils se reconnaîtront, en tout cas on leur passera le message. Merci beaucoup. La dernière intervention, la patte d'oie est constituée des trois tendons terminaux du sartorius, gracile et semi-tendineux. Cette pathologie va survenir essentiellement dans des troubles en valgum fonctionnel. Troubles en valgum fonctionnel donc, qui vont introduire une souffrance de cette patte d'oie en tant que ligament actif interne du genou. Dans de très rares cas, on pourra observer une pathologie au niveau de la patte d'oie lorsque celle-ci est anti-rotateur externe du genou. On va retrouver cette ténobursite par opposition au valgum en course externe excentrique. Parce qu'en réalité, il s'agit effectivement plus d'une ténobursite qui va être perçue nettement à la palpation. Alors, le patient typique présentant ce style de pathologie, vous en avez pas mal vu depuis cet après-midi, en tout cas. Là, ici, donc un genou valgum, avec donc des genoux qui passent l'un devant l'autre, une largeur de pas assez importante. On observe donc une composante valgisante qui va hyper solliciter les muscles de la patte d'oie, les tendons terminaux. Cette image donc, ne va pas prendre en compte par contre la notion de fatigabilité musculaire. Donc on peut penser que cette patiente, si on la fait marcher à plus de 10 minutes, développera un mouvement en valgum fonctionnel plus important et donc un tiraillement au niveau de cette patte d'oie, plus conséquent. Quels vont être les facteurs favorisants qui vont prédisposer à une forte stabilisation au valgus fonctionnel du genou? Donc il y aura essentiellement des sports d'appui. Également on pourra observer une augmentation de la charge de travail, des défauts techniques sur la pratique de ces sports d'appui. Également éventuellement un mécanisme micro-traumatique, donc avec des extensions et flexions répétées, un travail de musculation spécifique, une influence du terrain, mais surtout donc un morphotype prédisposant. Donc, le sportif va nous consulter pour une douleur qui va être située au niveau de la région interne de la tubérosité tibiale antérieure, à ce niveau-là, et qui sera perçue par le praticien comme donc un petit renflement, donc ce qui vous amènera donc à localiser cette bursite. Au niveau du diagnostic, cette douleur est augmentée à la pression du doigt, donc, et lors de la rotation interne contrariée de la jambe, et donc on pourra éventuellement détecter une tuméfaction. On réalisera une triade symptomatique, donc qui nous permettra de rechercher la douleur à la palpation, à l'étirement et à la contraction contrariée de chacun des muscles concernés. Alors, au niveau des diagnostics différentiels, donc on peut forcément retrouver, vu que la patte d'oie est le ligament actif interne, on peut forcément retrouver donc une pathologie au niveau du LLI. On pourra également, donc en diagnostic différentiel, trouver donc des séquelles d'entorse du LLI, à savoir donc le syndrome de Palmer et de Pellegrini-Stida, donc qui pourront éventuellement lui associer. Donc Pellegrini-Stida, donc ça sera plus donc, une séquelle d'entorse de LLI qui présentera des calcifications, là où Palmer, qui est plus rare, pourra présenter une cicatrisation du ligament en position raccourcie. Et enfin, donc, on pourra observer une tendinopathie au niveau du gracile. Donc le cas particulier du gracile, qui ici est une douleur isolée, qui va être à la sortie du condyle, dans sa partie haute, et qui va répondre ici à son rôle d'adducteur. On aura également, en diagnostic différentiel, donc des pathologies donc, liées à cette rotation interne, comme la chondropathie fémorotibiale interne, mais également donc, un syndrome méniscal interne. Alors, au niveau des traitements, on va forcément lutter contre cette rotation interne par une orthèse d'inversion. Donc on aura isolément une inverse de l'or.
On a 3 tests qui vont pouvoir nous aider à trouver ce syndrome de la bandelette. Tout d'abord, le test de Rennes. Le sujet va être en appui unipodal au niveau du genou douloureux. Il va effectuer des mouvements de flexion-extension autour de 30 degrés. Et ce test sera positif si la douleur apparaît. Le test de Noble, beaucoup plus, que j'utilise personnellement beaucoup plus. Ce test de Noble, donc le sujet est en décubitus dorsal. On va repérer la bandelette de travers de doigt, donc au-dessus de l'interligne. On va faire des flexions-extensions passives du genou, des flexions-extensions répétées. Et la douleur, normalement, si pathologie de la bandelette il y a, cette douleur interviendra aux alentours de 30 degrés de flexion. Il y a un 3e test qu'on utilise en podologie, mais plus spécifiquement à l'INP. C'est donc le test en statique bipodale, cher à Alain, que Alain a mis au point, qui nous aide beaucoup. C'est donc un test en translation latérale, du côté douloureux. Et donc, de cette translation latérale, de cette mise en tension, on va rechercher à la pression sur la bandelette, toujours de travers de doigt au-dessus de l'interligne, et bien la douleur. Donc, c'est une pression à maintenir le long de la bandelette, et donc s'il y a douleur, il y a pathologie. Donc voici ce test. Ça nous met quand même bien en évidence cette bandelette. Alors, au niveau des diagnostics différentiels. Donc, on pourra retrouver en externe un syndrome méniscal externe, une chondropathie fémoro-tibiale externe, forcément un LLE vu que la bandelette ici est le ligament actif donc de ce ligament latéral externe, ou également un syndrome fémoro-patellaire. On pourra d'ailleurs également retrouver une petite douleur qui pourrait nous faire penser à un syndrome méniscal externe, ou une chondropathie fémoro-tibiale externe. Cette douleur située à cet endroit-là, qui est une douleur au niveau de l'insertion de la bandelette au niveau du tubercule de Gerdy. Le fait donc faire le test Lavigne, nous mettre donc en translation, nous permet de mobiliser cette bandelette et de pouvoir palper au niveau de l'insertion et de pouvoir donc éviter l'erreur diagnostique avec donc une pathologie plus haute au niveau du fémoro-tibial externe. On pourra également avoir donc une tendinopathie du biceps fémoral, une tendinopathie du poplité, une ostéonécrose du genou ou une compression du nerf sciatique poplité externe. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Au niveau de la physiopathologie, on va commencer donc par prendre le cas le plus fréquent, à savoir le cas d'un genou varum. Ici, la bandelette, donc, qui est le principal stabilisateur externe du genou, notamment en appui unipodal, donc va s'opposer et absorber, comme on l'a vu tout à l'heure, les forces de poussée osseuse du genou en varum. Donc dans le cadre d'un genou varum, de l'attaque du pas et pendant une grande part de la phase plantigrade, le genou varum va occasionner la friction de la bandelette, par donc ces flexions-extensions répétées. En mi-plantigrade et en digitigrade, les troubles de l'équilibre fonctionnel, les troubles de l'équilibre fonctionnel du pied, vont alors s'exprimer et vont pouvoir éventuellement être aggravants. Donc ici, on a le cas du genou varum, avec vraisemblablement un pied varus qui permet à notre patient d'être très stable en appui unipodal. Donc un varum fonctionnel assez important, qui va se retrouver en dynamique. En dynamique pieds nus, et également en dynamique chaussée. Donc ici, le varus du pied associé au varum du genou va aggraver la pression de la bandelette. On a donc un varum fonctionnel. Alors, donc, dans le cadre d'un varum avec un pied varus, si le pied est varus, donc, ce qu'on vient de dire, il aggrave la poussée varisante du genou et donc la friction. Alors prenons maintenant le cas
un peu plus rare mais quand même très fréquent en cabinet, le cas d'un genou varum associé à un pied valgus. Alors, on va avoir donc notre friction de la bandelette liée au genou varum, mais si le pied est en valgus, va s'associer une traction de cette bandelette par rotation interne. Le tubercule infracondylaire, donc ici, va s'abaisser en bas en dedans, va étirer la bandelette de par sa fonction anti-rotatrice interne du genou, ce qu'Alain nous a expliqué au cours de nos études ici. Alors voici le cas de notre patient qui présente un léger genou varum, et lorsqu'on le met en appui unipodal, on observe une rotation interne du membre inférieur. Cette rotation interne, si on se cale sur le membre droit de notre patient, eh bien, se vérifie à la course. Dans notre cas vu précédemment, notre genou varum, légère rotation interne en unipodal et une rotation interne qui s'exprime surtout au niveau du membre inférieur droit. Donc concentrons-nous sur le membre inférieur droit. Donc à la course, pieds nus et surtout pieds chaussés. Donc le principe de traitement, ça sera donc de prendre en charge dès l'attaque du pas, donc au moment où le genou est le plus proche de l'extension, donc cette attaque vagisante, et ensuite, en plantigrade et surtout en digitigrade, prendre en charge le trouble vagisant. Donc plantigrade et digitigrade. Alors enfin, donc, l'orthèse ne vaudra que par la chaussure qui la porte. C'est-à-dire qu'elle va interagir entre le sol et le pied. Il faudra toujours tenir compte de l'anatomie fonctionnelle de la chaussure, de ces points d'usure qui pourront parasiter l'effet de notre orthèse. Un exemple classique, vous avez votre patient qui va courir en varum. Peut-être que son usure en varum va être augmentée par une chaussure qui n'est plus adaptée, et peut-être que votre correction sera trop importante parce que vous avez vu le patient dans son ensemble, alors qu'à la base il aurait fallu déjà peut-être changer la chaussure. Voilà, merci de votre attention. Écoutez, moi je voulais vous remercier de votre venue, de votre intérêt pour ce qu'on a fait. C'est une première, mais qu'on va renouveler l'année prochaine, puisque l'année prochaine, vous pouvez déjà noter que le dernier samedi de novembre, nous ferons une deuxième journée scientifique. Pour l'instant, nous n'avons pas encore le sujet, donc on sera à plaisir de vous le communiquer. Mais on va prendre comme rendez-vous tout le dernier samedi de novembre pour que vous puissiez, vous déjà vous organiser et qu'on puisse donc préparer quelque chose de nouveau l'année prochaine avec de nouveaux intervenants et puis avec d'autres choses qui pourront toujours vous s'intéresser. Vous serez bien sûr les bienvenus. Et puis alors maintenant, la seule chose à faire, c'est porter la bonne parole pour que la prochaine fois, il y ait encore plus de monde. Ça nous sera pour nous le plus grand succès de pouvoir revenir et qu'il y ait d'autres personnes qui sont intéressées par nos technologies et nos techniques de traitement. Voilà, merci beaucoup.